Bonjour, bienvenue dans ce rendez-vous. Le Grand Choral aujourd'hui reçoit Olivier Demangea. Bonjour Olivier. Bonjour. Aujourd'hui nous allons parler architecture. Ah bon ? Entre autres. Parce que vous êtes un personnage qui a énormément de passion, de terrain. Alors l'architecture finalement, ce serait une petite pastille parmi toutes vos passions. On va parler architecture, on va parler de la Gironde, puisque vous avez grandi ici, vous avez toujours été ici. On va parler psychanalyse. Parce que ça vous intéresse un peu, les stoïciens, la réflexion, peut-être que l'un vous aide pour l'autre. Et puis on va parler de la vie et de cet amour de la vie qui semble guider à peu près tous vos pas. Est-ce que ça vous va comme programme ? Surtout la dernière partie. Mais en fait voilà ce que je vous propose. On va commencer par un extrait de musique qui peut-être va nous permettre de revenir au tout début de l'histoire d'Olivier Demangea. Radio CHU, c'est ta radio. Olivier Demangea, Stravinsky, ça vous évoque quoi ? Effectivement, je suis né donc en 1960 et à l'époque il n'y avait pas toutes les machines qui diffusaient de la musique de partout. Là maintenant il faut absolument qu'il y ait de la musique partout. Donc il y avait assez peu de musique, on n'écoutait pratiquement pas la radio à la maison. Et on avait une espèce de petit tourne-disque et j'avais 3-4 disques dont effectivement Petrouchka de Stravinsky, L'enfant et les sortilèges de Ravel sur un livret de Colette. Voilà, j'avais 4-5 disques que je connais complètement par cœur. Voilà. Que vous continuez d'écouter. Et que je continue d'écouter, oui, absolument. Cette période-là, je trouve, de la musique est très intéressante. C'est une période que mon père aimait beaucoup. C'est lui qui m'a appris à connaître. Parce que c'est vrai que c'est plus facile d'écouter du Mozart ou du Bach ou du Beethoven. Là, ces périodes-là sont toujours plus complexes. Des articulations, des changements d'époque. Et donc tout ce qui est Debussy, Ravel, Stravinsky sont des gens que j'apprécie beaucoup. Elle était comment cette enfance, Olivier Demangea ? Elle était finalement très, très heureuse, très simple, très sobre. Et effectivement... c'était une vie de quartier aussi. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on a peut-être un peu perdu de vue. Moi, j'habitais près du jardin public, mais j'ai pas de souvenir d'être allé en ville à cette époque pendant mon enfance. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait tout dans le quartier. On faisait tout à pied. Donc il y avait les écoles, les collèges, lycées bien entendu, et puis le jardin public qui était le terrain de jeu, d'exploration. Donc le jeudi après-midi, on était avec les copains au jardin public. Et puis au niveau commerce, il y avait, par exemple, on achetait chez Antonin, qui était donc rue Fondodège, on achetait les yaourts Miramont et les cahiers Ritali qui étaient fabriqués rue Fondodège. Il y avait une laiterie rue Fondodège, donc il y avait le camion de lait qui arrivait. Et donc je vous parle d'il y a 50 ans, quoi. C'est pas si vieux. Mais effectivement, tout le discours d'aujourd'hui sur consommer local, etc., on était comme ça, effectivement, dans les années 60, c'était ça. Donc tous les commerces, il y avait la librairie, l'Écu de France avec Monsieur Bocan. Enfin voilà, on avait le Nain Vert pour acheter les jouets, la gare Citram pour rêver des explorations. Il y avait tous les bus qui partaient un peu loin, qui partaient de là. Enfin voilà, une vie de quartier. J'ai très peu de souvenirs. On prenait la voiture quand on allait place de la République ou cours d'Albret, quoi. C'était un peu une expédition. On allait en ville. J'allais déjeuner au libre-service des nouvelles galeries. C'était l'aventure, un peu. À quelle école est-ce que vous alliez ? Alors, mon papa avait absolument voulu que j'aille dans une boîte privée. Alors, j'ai commencé d'abord au jardin d'enfants qui était dans le jardin public. Il y avait un petit jardin d'enfants dans le jardin public à côté du musée des sciences naturelles, là. Et c'était une toute petite école, c'était Mademoiselle Simone. Il y avait une petite cour avec un manège, et puis la cour existe toujours, c'est sous la bibliothèque, dans le jardin public. Donc là, j'y allais, à 3 ans, j'y allais. Et après, quand il a fallu aller à l'école, mon père a voulu que j'aille dans une boîte privée, donc je suis allé à l'institution Saint-Seurin, donc rue La Chassaigne. Et là, je prenais le bus. À partir de 6 ans, je prenais le bus tout seul, c'était le 25, et je partais en bus. La société est devenue sacrément sécuritaire. Oui, parce qu'effectivement, à 6 ans, alors il y a eu un incident une fois, ma maman m'avait pas expliqué le coup il y avait un petit bouton rond, et puis quand on appuyait dessus, il y avait marqué « Arrêt demandé » en rouge.
Et ça s'était jamais posé. Un jour, en rentrant de l'école, donc je descendais sur la place devant le lycée Montesquieu, et un jour, en rentrant de l'école, le bus s'est pas arrêté à mon arrêt. Au début de la rue de la Course, là, il y avait mon arrêt, et il s'est pas arrêté. Et alors là, j'étais un petit peu paniqué, mais j'étais très timide, très réservé, donc j'ai pas osé dire grand-chose. Je me suis dit, il va bien s'arrêter quand même. Il a passé l'arrêt d'après, qui était rue d'Aviot. Et alors là, j'ai commencé à flipper, mais vraiment, c'était très, très, très angoissant, quoi, comme situation. Et il m'a laissé finalement cours de Verdun. Alors heureusement, comme je disais, mon terrain de jeu, c'était le jardin public. Donc j'ai eu qu'à traverser le jardin public. Mais je suis rentré en larmes. Ma mère était inquiète parce qu'elle ne me voyait pas arriver. Et donc voilà. Et après, elle m'a expliqué, parce que j'arrivais pas, là, le bouton était trop haut. Il n'y avait pas les ergonomes comme maintenant, où le bouton on les met à hauteur d'enfants, de personnes à mobilité réduite, en fauteuil ou comme ça. Là non, c'était trop haut. Donc après j'ai appris à monter sur le siège, il y avait un sky noir, tant pis, j'ai monté sur le siège, voilà. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette enfance ? Quelque chose de très très doux et de très joyeux. J'avais une maman très, très heureuse et très joyeuse, enfin qui avait une très belle énergie, un élan vital je dirais, qui était très important parce qu'elle était dans une situation de femme seule avec un enfant, dans des conditions financières très très précaires, mais tout était toujours très joyeux même quand ça ratait, quoi. Voilà, j'ai des souvenirs il n'y avait pas beaucoup d'argent, le soir on mangeait de la soupe au lait, c'était la fête, ouais ce soir il y a de la soupe au lait, c'était génial, j'étais super content. La soupe au lait c'était une biscotte au fond de l'assiette, un sucre à droite, un sucre à gauche et un verre de lait chaud versé dessus. J'adorais ça, c'était la fête. Voilà. En fait, c'est qu'elle n'avait pas de thunes, mais c'était la fête. Voilà, soupe au lait. Et scolairement, qu'est-ce qui vous intéressait ? Le problème, c'est que ça a toujours été tout. Tout m'intéresse. Voilà. Donc, alors en plus à l'institution Saint-Seurin, c'était le Moyen-Âge quand j'y étais, c'est-à-dire qu'on écrivait au porte-plume, il y avait les buvards, il y avait le poêle au milieu pour se chauffer, il y avait on cirait notre bureau au mois de juin et puis on l'astiquait en rentrant au mois de septembre. Et il y avait surtout des torgnoles, des baffes, des petits cheveux tirés, se mettre au coin sur la règle, etc., etc. Donc du coup, puis comme j'aimais bien apprendre, je savais déjà lire à 4 ans et demi, j'avais envie de lire, donc ma mère m'a appris et je savais lire, donc, et j'ai toujours été boulimique de tout m'intéresse. Donc, et heureusement, parce que je me débrouillais à être toujours premier, second ou troisième pour pas me prendre de baffe ou de retenue ou de punition, voilà. Parce que c'était quand même un milieu très anxiogène, cette école primaire. En dehors de tous ces repères quotidiens, vous aviez des rendez-vous qui vous sortent de ce quotidien-là, des rendez-vous peut-être ailleurs, à l'extérieur, avec un autre univers ? Oui, parce que il y avait quand même des repères. L'absence de père à la maison faisait que ma mère avait constitué un réseau de repères, sans jeu de mots, ou avec jeu de mots d'ailleurs, donc des images d'hommes de substitution, on va dire, qui étaient de très belles personnes qui m'ont accompagné de près ou de loin. Donc il y avait une famille avec qui on partait beaucoup en vacances, il y avait deux enfants jumeaux, on s'était trouvés d'ailleurs au jardin d'enfants, et le père était un grand alpiniste, donc voilà, on faisait des excursions, on allait en montagne beaucoup, en randonnée. Il y avait une autre famille, il y avait 4 enfants, et donc on allait à Montalivet, passer des vacances entières aussi, on se voyait beaucoup. Il y avait mon grand-père et ma grand-mère qui étaient à Sainte-Foy-la-Grande. J'avais plein d'images d'hommes comme ça, de substitution, qui fonctionnaient bien. Et avec votre papa, vous faisiez quoi ? Et alors mon papa a mis du temps à comprendre qu'il était papa. Et donc à partir de l'âge de 7 ans, en revanche, âge de raison, il a pris sur lui, parce qu'il n'a pas eu d'autres enfants, donc ça devait être quelque chose d'assez terrible pour lui, mais courageusement, je dirais, rétrospectivement, il a décidé qu'il partirait régulièrement avec moi à Paris, ou dans d'autres situations d'ailleurs, et donc je partais tous les 2 mois à peu près, je partais 2-3 jours à Paris, tout seul avec mon papa. Donc ce qui était triplement... donc il y avait le voyage déjà, alors c'était le train, il fallait 4h30, 5h pour aller à Paris, ou la Caravelle. J'ai pris la Caravelle, j'étais fier comme fou, c'est le début de la Caravelle, donc l'avion qui allait à Paris. À 7-8 ans, j'ai pris la Caravelle, quoi. C'était une grande fierté.
J'étais tout seul avec mon papa, donc en plus j'avais la quintessence de ce qu'on peut attendre d'un père, quoi. Voilà, j'avais pas le quotidien, mais j'avais de l'exceptionnel. Et puis surtout, mon père, probablement au début ne sachant pas très bien quoi faire avec moi, meublait beaucoup notre séjour. Et donc on avait un programme très très dense. Alors à 10h du matin, on allait au Grand Palais voir une exposition. Donc la première expo Toutankhamon, j'y étais. Et puis on mangeait vite fait. À 13h, on était au cinéma. Donc il y avait beaucoup plus de cinéma que maintenant. Avec notamment des rétrospectives, donc on se faisait tous les Marx Brothers, on voyait 2-3 films et puis on passait dans des galeries d'art en passant dans l'après-midi entre 2 films, et puis on passait visiter les grands classiques de Paris, et puis le soir est réservé pour des spectacles. Donc j'ai eu la chance dans les années 60 de voir les premiers concerts de Boulez, Xenakis, Pierre-Henry, et puis les premiers pas de Caroline Carlson, le Living Theatre, le Magic Circus, enfin tout ce qu'on peut. Voilà, toute l'effervescence des années 60-70, je la vivais à Paris avec mon père, et voilà, dans un contexte évidemment où tout ça rentrait, j'ai envie de dire, j'étais sous perfusion, parce que le contexte exceptionnel, le fait de cette situation exceptionnelle, faisait que tout ce que je voyais, tout ce que je gobais, quoi, complètement, c'était très très fort, très très fort. On va écouter un extrait de L'Enfant et les sortilèges dont vous avez parlé tout à l'heure. Radio CHU, c'est ta radio. Pendant qu'on écoutait l'extrait, en fait, vous le chantez, vous le connaissez par cœur. Oui. Ça fait encore partie de votre quotidien. En fait, tous les repères dont nous venons de parler, à un moment donné ou à un autre, font partie de vos gestes aujourd'hui. Gestes ? De vos gestes au quotidien, de vos repères, de vos habitudes. Est-ce que vous avez gardé des réflexes de ce genre de vie ? Par exemple, est-ce que votre papa vous a transmis l'envie de sortir tout le temps beaucoup ? Est-ce que votre maman vous a transmis cette légèreté, l'intérêt pour vivre avec les autres et tout positiver ? Qu'est-ce que vous avez gardé de tout ça ? Oui, mais tout ce que vous venez de dire, mais aussi une autre partie qui est quand même fondamentale et très importante. Et vivant seul avec une maman qui travaille, j'ai donc été autonome très tôt. Et c'est vrai qu'avec des livres et des Lego, j'ai été Lego de 4 ans à 14 ans, avec des livres et des Lego, je tiens des jours, voilà. Et encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, c'est pas les Lego en tant que tels, mais le fait d'inventer des choses, de dessiner des choses, de construire des choses. Cette gymnastique-là, j'ai envie de dire, de solitude, d'isolement, ne me déplaît pas. Oui, j'aime bien aller vers les autres, effectivement. En tant qu'enfant seul, j'ai été habitué aussi à développer une sociabilité et des rapports avec les autres. Mais je suis bien tout seul aussi. Je déteste pas m'ennuyer, je déteste pas des vagues de nostalgie, voilà, je trouve c'est de mélancolie. Je trouve c'est des choses importantes dans l'équilibre. Les Lego, ça vous a amené, vous pensez, à l'architecture d'une certaine façon ? Oh, j'étais architecte avant. C'est-à-dire ? Non, ça c'est des choses. Ça a toujours été évident, quoi. J'ai toujours dessiné, mais même. Alors il y avait un atelier de dessin méthode Arnaud Stern qui était à la mode à l'époque, rue Fondodège, un peu plus loin, rue Croix-de-Seguet. Et j'y allais tous les mercredis après-midi, et j'ai toujours dessiné des maisons, des tours Eiffel. Alors évidemment, j'allais à Paris, donc j'ai une tour Eiffel, symbole phallique en passant quand on est gamin. Mais voilà, donc j'ai toujours dessiné, je faisais des plans de maison à l'âge de 10 ans, je faisais des plans de maison, puis qui fonctionnaient, quoi. Je les ai toujours, c'est impressionnant, sur du papier millimétré, voilà. Et j'ai toujours eu ce truc d'inventer, c'est pas construire, c'est d'inventer des choses, des lieux, des objets, des trucs, les cadeaux de Noël. J'ai appris à la menuiserie avec mon grand-père, et les cadeaux de Noël, je les fabriquais toujours. J'ai toujours fabriqué des trucs, mais des trucs invraisemblables, qui étaient éventuellement même d'une très grande complexité. Et ça, à 12 ans, à 13 ans, des boîtes à jeux, des trucs, je vous montrerai. Arnaud Stern, c'est le jeu de peindre ? Je sais pas. Voilà. C'était la méthode du jeu de peindre, c'est-à-dire on peint, mais sans jugement de valeur et c'est ça. Sans contrainte. Et alors, il y avait tout un cahier des charges de la pièce est aveugle, il n'y a aucun regard sur l'extérieur, on peint sur les murs, les peintures sont au milieu. Enfin, il y a une organisation du travail. Et effectivement, on ne garde pas le dessin, on ne fait pas des œuvres, on peint, c'est le fait de peindre, effectivement. Alors, j'ai pas lu plus que ça, c'était ma mère qui était psychologue, donc qui m'avait inscrit là.
Et elle a bien fait. Est-ce que vous avez aussi gardé des repères amicaux, puisque vous êtes toujours resté ici, est-ce que finalement les gens avec qui vous travaillez, les gens avec qui vous vivez, les gens que vous croisez... Ah oui, j'ai des... Alors effectivement, je parlais tout à l'heure de 2 jumeaux que j'ai fait leur connaissance au jardin d'enfants, donc à 3 ans, et on est toujours amis. Il y avait les familles dont je parlais là tout à l'heure, ou avec qui j'allais à Montalivet, etc. On est toujours très proches, oui, ça fait... Et puis après, oui, il y a des amis... Alors pas dans le primaire, curieusement, il y a quand même eu ce refus arrivé en 7e, parce que c'était des chiffres. Arrivé en 7e, moi, là, ça a été fini, là, tout ce qui était boîte privée, cateau, machin, tout ça... Voilà, donc on a tourné la page, je suis rentré au collège public, et à partir de là, j'ai des amis de collège et de lycée, oui, que je vois toujours, oui. Et vos études d'architecture, elles se sont passées à Bordeaux ? Absolument, oui. Je suis rentré, donc, après le bac à 18 ans, je suis rentré à l'école d'architecture, et voilà. C'était comment l'école d'architecture ? Ah ben, il y avait 6 voitures garées sur le parking. Ça fait partie des repères rigolos. Alors d'abord, oui, c'était un contexte assez différent, puisque, sans faire l'histoire, mais enfin, les études d'architecture se faisaient en même temps que les Beaux-Arts, l'école des Beaux-Arts et d'architecture, jusqu'à la réforme de 1972, oui. Donc, le temps que la réforme se mette en place, il y a eu séparation, donc, en 72 des études des Beaux-Arts. L'école des Beaux-Arts est restée à Bordeaux, près de Sainte-Croix. Et l'école d'architecture, on a donc fait construire à Monsieur Ferré l'école d'architecture qui est donc à Compostelle, à Talence. Et donc j'étais dans les premiers, le temps que ça se construise, et que la réforme se mette en place. C'était une des premières promos à hériter de ces bâtiments, qui était effectivement assez spectaculaire pour l'époque, une pyramide, un amphi en forme d'œil, des courbes, des choses. Ferré avait fait exprès pour que les architectes aient de quoi dessiner, et un vocabulaire de forme qui soit pas justement trop coincé. Donc effectivement, on était dans ces... Le seul problème, c'est qu'il y a eu un petit choc pétrolier dans les années 74-75, et que donc ces grands ateliers vitrés plein nord pour avoir une belle lumière pour dessiner et peindre, mais du coup c'était inchauffable. Donc j'ai des souvenirs d'équipements, de chaussettes de ski, il n'y avait pas tous les Gore-Tex et compagnie, donc je mettais des capes de berger, des caleçons longs, en damar, des chaussettes de laine, des gros après-ski graissés à la graisse de baleine et tout, pour aller sous la pluie et dans le froid me geler dans les ateliers qui étaient très peu chauffés. Et voilà, donc c'était assez rigolo. La proximité des beaux-arts, de l'architecture, ça devait créer une énergie... Ça, j'ai pas connu, puisque voilà, les beaux-arts sont restés à Bordeaux. Mais c'est... Enfin, alors, rétrospectivement, c'est un vaste débat, là, on en a pour 3 heures. Mais non, je pense que l'architecte avait besoin, à un moment, ça a toujours été une question, est-ce que l'architecte... On dit toujours, et c'est Vitruve qui, je le citerai pas en latin, mais en gros, il y a le beau, le bien, le bon. C'est-à-dire, quelque chose l'architecture, il faut faire des choses qui tiennent, donc qui sont solides, en gros. Il faut faire des choses qui soient belles, et il faut faire des choses qui soient agréables à vivre et fonctionnelles, et qu'on puisse voilà, que le corps se meuve à l'intérieur et qu'il y ait des rapports sociaux qui soient bien pensés. Donc c'est ce beau, bien bon. Donc on est à la fois des techniciens, des ingénieurs, puisqu'il faut qu'on fasse des trucs qui tiennent. On est à la fois des artistes, puisqu'il faut que ça soit beau, et on est en même temps des sociologues, parce qu'il faut qu'on soit bien dedans. Voilà. Donc c'est toujours ce truc, et les études d'archi avaient besoin de s'affranchir des beaux-arts. Les beaux-arts formaient un peu trop à l'aspect uniquement esthétique et artistique, et pas assez aux aspects techniques et surtout sociaux. C'est-à-dire dans les années 60-70, on découvre, il y a eu la reconstruction, les grands ensembles, etc., etc. Et moi, quand j'arrive à l'école d'archi, on est à la fin des années 70, on découvre que c'est une catastrophe d'empiler des logements les uns sur les autres. Je rigole parce qu'on continue à le faire, mais on a arrêté, à la fin des années 70-80, dans les années 80-90, on se pose d'autres questions sur l'habitat, il y a une sociologie, il y a des travaux qui sont faits pour justement inventer des types d'urbanisme, des types d'habitat qui soient plus riches, et où on mélange, où on arrête de mettre d'un côté là je consomme, là je travaille, là je dors, là je vais m'amuser. Voilà, ce zoning qu'on a vécu. Dans les années 80-90, il y a une énorme réflexion pour que les choses se fassent autrement. Et puis hélas, les années 2000 arrivent et c'est de nouveau la cata. Voilà. Bordeaux a changé à ce moment-là en même temps ?
Bordeaux, c'était les grands projets de Chaban qui étaient pour une nouvelle société. Hein, c'était un projet de nouvelle société, il a écrit là-dessus. Et donc c'était une vision très moderne, alors ça fait sourire maintenant, mais moderne au sens littéral du terme. Donc une ville propre, pensée pour la circulation automobile, avec des nouveaux quartiers modernes comme Mériadec, le quartier du Lac, avec des ponts, avec un campus, avec des choses comme ça qui étaient de la modernité de l'époque. Après, on peut juger, il y a des choses plus ou moins réussies, hein, c'est toujours pareil, mais il y avait cet enthousiasme vers la modernité, mais Bordeaux n'a pas tant changé que ça finalement. Hein, c'était plus les banlieues qui ont évolué, puisqu'on est passé d'une ville où les 2/3 des habitants étaient dans la ville-centre, Bordeaux, et à la fin du mandat de Chaban-Delmas, on était dans une ville à la proportion inverse, il y avait seulement 1/3 de la population qui était dans Bordeaux, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, même on est plus qu'un quart à peu près. Merci Olivier Demangea. On va se retrouver demain pour raconter la suite de cette histoire. Merci beaucoup. À demain. Avec plaisir.